Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, ça fait un moment, mais c'est une review. Euh, Bienvenue à cette nouvelle review du Ciné Comic Show. Aujourd'hui, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo, très longtemps. Plus d'un mois, presque. Non, ça fait même presque 2 mois que j'attends de faire cette vidéo. Enfin, on va pouvoir parler de l'univers qui me hypait le plus cette année. Et on va parler de l'univers absolu. Bon là je vous montre Batman, mais je les ai tous. Donc on va parler essentiellement des numéros 1. Parce que j'ai enfin pu lire tous les numéros 1. Parce que j'attendais de les avoir en physique. Donc j'ai le Batman, j'ai le Wonder Woman, et j'ai le Superman. Sachant que j'ai aussi leur version Jim Lee. Parce que ça, pour la collection, franchement, c'est la classe. Donc, bon, allez, je vais vous faire un petit historique. Donc, moi, vous le savez sans doute si vous suivez la chaîne, peut-être pas, mais je vous en reprends. Ou même si vous me suivez un petit peu sur Instagram, à chaque fois que je mets un post, je dis où je le fais. Donc, je vis à Metz. En tant qu'étudiant, j'étudie à Metz. Donc, mon libraire de référence, mon comic shop de référence, c'est le Mommy Metz. Mommy Metz, du coup, qui dépend d'un central d'achat, donc de Pulps, il me semble, Pulps Comics à Paris. Donc, chacun des momies à travers la France, donc il me semble qu'il y en a 4, 5, je sais pas. Chacun fait ses commandes 1 ou 2 mois à l'avance, de comics VO, et envoie les commandes au magasin Pulps à Paris, qui elle achète tous les comics VO de tous les momies de France et ensuite les redistribue. Donc Pulps, eux, bénéficient donc du titre le jour de sa sortie. Par exemple, ils avaient le Absolute Batman numéro 1 le jour de la sortie du Absolute Batman numéro 1. Tout comme, par exemple, je vais prendre l'exemple d'Astro City. Je n'y suis jamais allé, je ne les connais pas. Mais je vois que, par exemple, Max Faraday, lui a eu son Absolute Batman le jour de sa sortie presque. Donc voilà. En tout cas, eux, donc lui, pardon, ils ont fait tomber. Donc certains magasins passent par une centrale d'achat et d'autres non. Et donc le problème entre guillemets de Mommy Metz, c'est donc étant donné qu'ils passent par une centrale, donc qui passe par Paris, c'est que les numéros VO ont un mois de retard. Ce qui fait que les numéros qui sortent le mois de octobre arrivent le mois de novembre, ceux du mois de décembre arrivent au mois de janvier. En fait, c'est simple, c'est parce que il faut payer le transport. Il faut payer le transport pour amener les titres VO d'un magasin à un autre, et ça coûte de l'argent. Et donc, de plus, il faut du temps pour les ranger. Et c'est même ce qui a retardé ces choses, puisque donc j'ai obtenu mon Absolute Batman et mon Absolute Wonder Woman le jour de mon anniversaire. Franchement, c'était mon cadeau pour moi-même le jour de mes 18 ans, donc je me les étais commandés et achetés. Et aujourd'hui, après de nombreux jours, puisque le Absolute Superman est sorti au mois de novembre, il me semble le 5 novembre, donc il fallait que j'attende le mois de décembre. Et on est déjà le 13 décembre, sauf que, alors, peut-être que vous le savez, peut-être pas, mais il me semble que genre le fin décembre, il y a un événement qu'on appelle Noël, et donc il y a beaucoup de gens qui font ce truc, je sais pas si vous faites... voilà. Et donc il y a beaucoup de monde dans les librairies, ce qui laisse très peu de temps, et c'est normal, aux libraires pour qu'ils rangent des caisses entières de VO, et donc ils prennent du retard, ce qui est normal, vaut mieux qu'ils conseillent des clients plutôt qu'ils rangent des bouquins, et que ça intéresse 3 personnes. Je suis dans les 3. Denis aussi de Dire 47 fait partie des 3. Donc voilà, donc ça a pris un petit peu de retard, et c'est pas grave. J'avoue que moi je les avais précommandés, donc je savais que j'allais en avoir. Et donc
enfin je me retrouve avec tous les numéros 1. Donc j'ai Superman, Batman et Wonder Woman. Et j'ai aussi les numéros 2 de Batman et de Wonder Woman, mais que je n'ai pas encore lu. Donc je vais faire une synthèse globale de ce que j'en ai pensé. Peut-être même une partie spoiler et une partie non spoiler. Je pense que ça peut être intéressant. Et je reviendrai sur... Alors, parce que du coup, je tourne cette vidéo, il est 21h40, j'ai tourné la vidéo qui arrivera... cette vidéo, j'espère, sortira lundi ou mardi. Je la tourne le vendredi 13. Ça va porter malheur. Je ne suis pas superstitieux, je ne crois pas en ces choses. Donc au moment où je tourne cette vidéo, il y a une annonce qui est arrivée. Je vous en parlerai à la fin de la vidéo. J'en ai parlé dans la vidéo que, si vous voyez celle-là, vous avez peut-être vu vendredi. Alors, vendredi, j'ai sorti une vidéo qui parlait de... De quoi j'ai parlé tout à l'heure? J'ai un doute. Attends, Oui, des big news. Voilà. Oh. Donc voilà, vendredi, j'ai sorti une vidéo sur les big news que je vous invite à aller voir si ça vous plaît, si ça vous intéresse. Voilà. Et j'ai parlé d'une chose qui était sortie et on va un petit peu plus approfondir le sujet peut-être, puis en reparler un petit peu. Voilà. Déjà 7 minutes de vidéo, je n'ai toujours pas commencé à parler des titres. Donc écoutez, on va commencer dans l'ordre de lecture et donc dans l'ordre dans lequel ils sont sortis, parce que c'est l'ordre dans lequel je les ai lus. Donc on va commencer par celui-là, Absolute Batman. Remise en contexte, j'ai un top 3 super-héros all-time. Je peux vous donner le classement. Numéro 1, c'est Invincible. Numéro 2, c'est Batman. Numéro 3, c'est Spider-Man. Longtemps, Invincible n'était pas là vu que je ne connaissais pas. Donc, quand on me propose du Batman, je fonce direct. Quelques exceptions près. Et donc, quand a été annoncé ce projet de l'univers absolute, donc c'était cet été, il me semble, j'étais en vacances à ce moment-là, j'ai vu les annonces de la Comic Con, c'était San Diego ou New York, je sais plus. Et donc ils nous ont annoncé ces séries absolutes, et avec les trois dessins, les 3 premières covers des numéros 1, et globalement, avec les pitchs entre guillemets, globalement le Batman était celui qui m'intéressait le moins. Ce qui est étonnant, puisque je ne lis pas de Wonder Woman ni de Superman. Je vous avoue que quand j'ai vu ça, ce Batman massif, j'ai eu un petit peu peur. J'avoue que de plus un Batman sans richesse, sans Alfred, je savais pas où ça pouvait aller partir. Donc j'y allais un petit peu comme ça, sans être vraiment convaincu. C'était globalement celui que j'attendais le moins. Donc écoutez, donc comme tout le monde, j'ai attendu. Et au mois d'octobre, quand c'est sorti, j'ai vu tous les youtubeurs comics en parler, en disant c'est super, c'est le meilleur numéro. Ils n'ont peut-être pas tous dit ça, mais en tout cas, c'était super. Et là, ma hype est remontée. Comme ça. Puis le numéro 2 qui est sorti il n'y a pas longtemps, n'a pas fait baisser, parce que tout le monde dit que c'est super. Et donc moi, petit à petit, mon avis n'a pas changé puisque j'ai pas lu le titre, mais je me suis dit, ça peut être bien, ça peut être même meilleur. Et au final, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce numéro 1. Voilà, j'avais peur du dessin. Sur certaines cases, j'aime pas trop. Notamment le gang qu'on a eu plein d'images en photo, c'est pas du spoil. Donc le gang des animaux sauvages, il s'appelle en français, ça veut dire ça, je sais pas. Et donc certains arborent un crâne de singe, un crâne de... Oui, c'est ils le disent, mais c'est en VO, donc je pourrais pas vous traduire littéralement. Ils mettent comme masque, un peu comme Black Mask, ils se mettent un crâne de singe. Et ça fait un pic un peu comme les aliens dans Alien. Et je avoue que visuellement, je trouve pas ça ouf. Même le casque de Black Mask en soi est pas terrible. Mais à part ça, déjà c'est beau. Je suis pas Et pourtant, je partais pas convaincu, parce que un Batman massif comme ça, bon.
Et franchement, j'ai été vite convaincu, surtout au niveau des visages. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas du tout les visages. On en reparlera en partie spoil, pour le coup. Mais je trouve que les visages en soi sont globalement tous réussis. Et je trouve surtout au niveau des yeux. J'aime beaucoup comment ils dessinent les yeux. Et, voilà. Ça me fait vraiment penser à un de mes dessinateurs avec pas favori, mais un dessinateur que j'aime vraiment beaucoup, qui a un style bien à lui, c'est Riley Rossmo. Ouais, je vais vous montrer deux images en même temps. Une donc, de Nick Dragotta, le dessinateur de ce Batman, parce que du coup je n'ai pas précisé les artistes. C'est écrit par Scott Snyder, donc pierre angulaire dans l'histoire de Batman. Hein. La cour des hiboux, c'est lui. Le run des New 52, bah, c'est lui qui a tout fait. Et pierre angulaire aussi, parce qu'il nous a sorti après un run excellent sur Batman, enfin excellent jusqu'aux 2 derniers tomes. Bah, on a eu droit à Batman Metal, ouais, moi j'ai trouvé ça ok. Le Batman tiré, je trouve ça ok. Et Death Metal. Moi j'ai trouvé ça moyen, voire pas bon. Et je sais que beaucoup. Et encore, là je suis dans la partie des personnes qui ont bien aimé. Hein. Globalement, personne n'a aimé Death Metal. À juste titre, hein, c'était pas exceptionnel. Donc on a vu que Snyder était capable du meilleur et du pire, et c'est même ça qui apportait la crainte sur ce titre. Donc au niveau de l'histoire, bah, comme le dit le pitch, je vais pas trop en dire plus dans cette partie non spoiler. Donc Batman a toujours Bruce Wayne hein, pour le coup, a une vie un peu différente. Batman, à ce coup-ci, bah, il n'est pas riche, donc il n'a pas de majordome. Et puis bah, il est obligé de se faire lui-même, hein, c'est plus facile la vie quand on est riche. Mais ouais, alors pour le coup, je crois que DC avait pas trop, avait communiqué là-dessus, mais à chaque fois les pitchs c'était juste une idée, c'était pas un pitch, un résumé, c'était vraiment une idée globale. Donc je vous en dirai pas plus, sauf en partie spoiler. Mais en tout cas, sachez que l'écriture, en tout cas pour ce numéro 1, j'ai pas lu le numéro 2, mais franchement le numéro 1 était vraiment super. Pour le coup, j'attends vraiment la version française où je rachèterai quand même les tomes. Mais franchement, vraiment super. Vraiment, pour commencer Batman, c'est au top. Bon, ça réutilise plein de personnages. Pareil, je dis en spoiler, pour le coup. Mais voilà, franchement, c'est super. La réinterprétation du Batman de la Gen Z. Ouais, je dis Gen Z, j'en ai rien à foutre. Super. Voilà, franchement, j'ai beaucoup aimé ce Batman. Bref, passons au deuxième titre que j'ai lu. Où est-ce que je passe à la partie spoiler? Voilà, je vais passer à la partie spoiler plutôt. Donc, attention, on passe en partie spoiler. Je mettrai des chapitres quand même en lien dans la vidéo pour que vous puissiez skip les parties qui vous intéressent. Enfin, qui vous intéressent pas du coup. Donc, voilà, on va spoiler allègrement. Voilà. Donc Batman, Bruce Wayne, dans cette version, est le fils d'une assistante sociale. Martha Wayne est une assistante sociale et son père Thomas est professeur des écoles. Bruce, petit, c'est littéralement un génie. Voilà, c'est ce qu'ils disent. J'ai l'impression que contrairement à la version classique de Batman, lui a une espèce de fascination pour les chauves-souris, ce qui l'emmène à construire un dispositif basé sur le corps des chauves-souris, sur une de leurs caractéristiques physiques, ce qui le fera gagner un concours de sciences. Concours de sciences qui lui rapportera un trophée et une visite aux zoos de Gotham avec sa classe. Or, vous vous doutez, pour que Bruce Wayne devienne Batman, il faut un événement tragique. Et en effet, le jour de la visite aux zoos de Gotham, Bruce étant dans la classe de son père, ils sont tous deux là-bas avec tout le reste de leur classe, quand ils entendent des tirs de pistolet. Ils vont tous se réfugier, Thomas les cache, et bah, on ne montre pas directement, mais on comprend globalement que Thomas Wayne est mort le jour de cette attaque. Ce qui fera plonger Bruce au début dans une
il me semble une vague de petits crimes, de petits larcins. Donc voilà, il ne deviendra pas un criminel, mais il se laissera aller. Et un jour, il se repentit, hein, il se remet à étudier, il va à la fac, enfin, il fait plein de choses. Et on se rend compte que il fait pas ça pour rien, il fait ça pour protéger les innocents de Gotham, il fait ça pour devenir le Batman. Et là, on n'est pas sur une version de Batman qui enquête et tout, un peu quand même, mais en tout cas, on l'a pas vu beaucoup dans ce numéro 1, peut-être que ça arrivera plus tard. Mais ce Batman, il casse des bouches et il coupe des mains. Franchement, on aurait cru voir ça. Batman qui tranche une main avec une hache, c'est incroyablement stylé. C'est cool, c'est vraiment badass. C'est Batman qui casse des gueules. Voilà, que dire de plus? Moi, les comics, j'aime bien quand ça parle, quand ça réfléchit un petit peu, mais quand ça réfléchit trop, ça me saoule. Moi, tu me mets un comics avec de la bagarre, du sang, de la castagne, et Batman, j'achète. Puis là, il y a tout. Batman avec des gros muscles, qui coupe des mains, qui casse des bouches. Franchement, sur ce coup-là, je me suis régalé. Et puis les dessins et franchement, c'était vraiment. C'est un style, pour le coup, je comprends que les gens n'aiment pas. Mais alors moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc, on nous présente un petit peu ce gang des animaux sauvages, il me semble, avec à leur tête Black Mask, qui a une fascination étrange du coup, pour les masques. Donc, il l'appelle Roman, donc je pense que c'est quand même Roman Sionis, comme dans la continuité classique. Moi, c'est un perso que j'aime beaucoup, Black Mask, que j'ai pas vu assez, je trouve que je lis pas assez d'histoire avec Black Mask, mais j'aime beaucoup le personnage, surtout son design. Et là, pour le coup, son design, je suis pas fan. Mais bref, je l'aime beaucoup, ça m'a l'air d'être un vrai psychopathe. Surtout vu sa collection de masques, hein, il y en a qui sont assez bizarres. Voilà. On nous présente aussi la galerie d'antagonistes de Batman. Donc on nous présente Waylon Jones, donc dans la continuité classique c'est Killer Croc, Oz Cobblepot, donc le pingouin, Selina, donc Selina Kyle, Eddie, donc je pense que c'est Edward Nigma, ou Edward Ashton, et il y en avait Harvey, donc Harvey Dent. Et donc dans cet univers, ils sont tous amis. Et je sais que dans le numéro 2, il se passera une scène qui nous montrera un peu plus ça, mais en tout cas, ce sont tous des amis d'enfance. Voilà. Et le plus gros twist, entre guillemets, c'est que à la fin, arrive un homme en hélicoptère, immensément riche, qui, si on ne nous avait pas dit le nom et on ne savait pas que Batman existait déjà, on aurait pu le prendre pour Batman. Enfin, Batman un peu chelou quand même. Un multimilliardaire qui débarque dans un hélicoptère, qui a fait un entraînement auprès de Henri Ducard, c'est ça? Ducard? Donc le français, je me rappelle plus son nom. Je crois que c'est ça, c'est Ducard, qu'on voit dans la continuité classique. Hein. Il s'est entraîné auprès de la Ligue des Ombres, mais bon, la Ligue des Ombres, elle n'a pas bien fini après son départ. On peut tous dire qu'ils sont morts. Hein. Donc je pense que dans cet univers, il n'y aura pas de Ra's al Ghul ni de Talia. Enfin bref. Donc voilà. Et on apprend qu'il ne rigole jamais. Jusque-là, c'est presque la parfaite description de Batman. Mais non. C'est le Joker. Et donc, on suppose que donc le futur gros antagoniste de... Peut-être pas du premier arc, je pense que le premier arc ce sera vraiment Black Mask, mais des futurs arcs ou de la série en général, ce sera le Joker. On nous présente aussi un Alfred assez différent. Je vois que je mets un peu de temps, donc je vais un petit peu accélérer. Alfred dans cette mission dans cet univers qui est un agent en mission. C'est pas le Alfred qu'on connaît en tant que majordome. Cette fois-ci, c'est un agent secret. On ne sait pas encore pour qui il travaille, mais sa mission, c'est d'observer le gang des animaux sauvages, et donc il a interdit d'interférer avec eux. Par contre, Batman, il a le droit de se battre avec.
Donc voilà, donc ça met en place plein de trucs et j'ai hâte de lire la suite. Bon, on repasse en partie de no spoil pour Wonder Woman. Je vais aller un petit peu plus vite parce que Wonder Woman, bah, je vous l'ai dit, c'est pas un personnage que je lis énormément. Hein. Wonder Woman, je crois que je dois avoir un titre chez Urban d'elle. C'est le Wonder Woman Origin de Rebirth. Enfin bref. Donc on va commencer par les bases. C'est écrit par Kelly Thompson et c'est dessiné par Hayden Sherman. Alors Kelly Thompson, je connais de nom, mais alors Hayden Sherman, je le connais ni d'Eve ni d'Adam. Donc c'était un petit peu un saut dans l'inconnu, pareil. Mais ce pitch, en termes de pitch, si on prend que bon, alors l'idée qui s'en dégageait de cette série, quand ils nous l'ont annoncé, c'est globalement celle qui m'intéressait le plus. Et si Wonder Woman avait été élevée en enfer. Franchement, tu me dis ça avec cette cover-là, la classe. Bah donc, pareil, je vais pas trop vous en révéler sur le scénario, mais en termes de dessin, c'est magnifique. L'histoire, contrairement à Batman, mais beaucoup moins de choses. Elle établit quand même quelques trucs. Elle établit quelques intrigues, mais elle met en place certaines choses. Mais quand même beaucoup moins que l'absolu de Batman. Notamment, elle met quand même plus un point d'honneur sur les origines de Wonder Woman, alors que Batman, on l'avait un petit peu survolé. Batman, c'est simple, on s'était consacré sur mettre en place des éléments pour la suite, quitte à revenir sur ses origines après, je pense. Et là, on met les bases, on met ses origines, de sa naissance presque jusqu'à son âge adulte. Et bah, honnêtement, quand on m'avait montré des planches, je m'étais dit, ah, c'est pas mon style. Et honnêtement, je trouve que ça va super bien. Je sais pas, pour moi, dans ma tête, certaines planches, ça me fait vraiment penser au dessin qu'on voit quand on représente la mythologie grecque. J'ai l'impression de revoir ces dessins. Voilà, je vous montre directement. J'aurais pu vous montrer une image grâce au montage, mais celle-là, cette image, là on dirait vraiment, j'ai l'impression de voir un dessin illustré de la mythologie. Ça, je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais c'est vraiment à ça que ça me fait penser. Et donc, en termes de dessin, pareil, donc je ne m'attendais pas trop à aimer, mais j'étais vraiment surpris. Puis le design de cette Wonder Woman, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait le rapprochement avec le manga Berserk, notamment pour son épée. Moi, je connais que deux noms. Et je connais vite fait les noms de deux personnages, mais à part ça, je connais rien du tout. Et nom de Dieu, qu'elle est badass! C'est vraiment ouf. Le design, ça fait vraiment brutal. Vraiment, je trouve que son design, honnêtement, à cette Wonder Woman de l'univers absolute, est celui qui est un petit peu le plus original des trois. Alors, quand on voit ce qui est sorti sur Martian Manhunter, on peut se poser quelques questions. Donc je pense avoir tout dit globalement hein, sur ce Absolute Wonder Woman en no spoil. On va passer vite fait en petite partie spoil parce que je vous dis qu'il n'y a pas grand chose. Donc partie spoil, si vous ne l'avez pas lu, si vous voulez le lire en VF, écoutez, je vous conseille de partir maintenant pour vous garder un petit peu de surprise. Et c'est parti. Donc cette Wonder Woman, on commence déjà Circé. Donc Circé, je ne sais pas trop pourquoi. J'avoue que je lis l'anglais, mais j'ai lu un petit peu vite. J'ai pas sauté de case, mais je lisais un peu vite, donc il y a 2-3 trucs que j'ai pas assimilés. Mais bref, on retrouve Circé. Je ne me rappelle plus trop qui est Circé dans la mythologie grecque. Quand j'étais au collège, j'étais un immense fan de mythologie grecque, mais j'avoue que j'ai un peu perdu ça au fur et à mesure. J'ai quand même quelques rappels. Donc Circé vit sur une île, et un jour elle reçoit la visite d'Apollon, donc le dieu du soleil, qui a en sa possession un bébé. Il lui laisse ce bébé en lui disant cette petite fille est la dernière des Amazones et je te laisse la charge de t'en occuper.
Circé qui elle, j'ai l'impression qu'elle se faisait un petit peu chier sur son île, bah donc au début elle hésite, et elle dit, enfin Apollon dit à Circé que les dieux ont tué les Amazones et qu'ils vont essayer de retrouver l'enfant. De ce que j'ai compris, hein. C'est peut-être complètement autre chose que j'ai compris, et dans ce cas je m'en excuse. Mais et à chaque fois, les dieux envoient des créatures pour tuer l'enfant. Et à chaque fois, Wonder Woman, donc Diana, s'en sort. Soit, par exemple, au début, ils envoient un serpent. Et elle le chope au cou. En mode, le serpent, c'est son petit. Le serpent, c'est sa chose. Donc voilà. Et au fur et à mesure des années, bah, Diana s'endurcit, devient plus forte, peut-être s'entraîne, je ne me rappelle plus avoir lu ça, mais Apollon a fait une dernière chose en laissant Diana enfant à Circé, c'est qu'il a empêché à Circé, il a banni le mot Amazon de la bouche de Circé. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus dire le mot Amazon, pour pas qu'elle révèle ses origines à Wonder Woman. Et donc, Circé, à la fin, essaye d'en appeler à la mémoire de Wonder Woman pour qu'elle se rappelle qui elle est vraiment, une Amazone, et que le but des Amazones, c'est de protéger l'humanité contre les monstres mythologiques et magiques. Il faut savoir que cette Wonder Woman, en plus d'utiliser une épée de 3 km de long qui est incroyablement badass, elle utilise aussi la magie. Et c'est trop cool, franchement, trop la classe. Donc voilà, elle se rappelle qu'elle est une Amazone, qu'elle doit protéger la Terre, et on se retrouve un petit peu plus tard après. Alors, chronologiquement, je vous ai un peu remis dans le bon ordre parce que c'est un peu décousu. C'est Nolan, hein, clairement, c'est Christopher Nolan le truc. Mais donc, on la retrouve en ville en train d'affronter des petites créatures très étranges. J'avoue qu'on les voit sur la cover du numéro 2. Hop. Ces petites créatures rouges, donc voilà, qui me font penser, moi personnellement, à des espèces de ptérodactyles, des dinosaures, mélangés à des vers de terre. Et donc, elle les découpe par centaines. Et puis à la fin, bah, y en a un géant qui débarque. Voilà. Et puis là, elle nous fait une pose de guerrière ultra forte. Et bah, la suite au prochain épisode. J'avoue que j'ai pas encore lu du coup, mais j'ai vraiment très hâte de continuer. Pour le coup, les deux séries sont à sans faute. Franchement, à part quelques designs dans l'absolu de Batman, ou encore quelques pour moi, un petit peu d'incompréhension sur le scénario du Wonder Woman, franchement, c'est super. Et on arrive sur la dernière série sortie pour l'instant, c'est si j'arrive à vous montrer, le Superman. Alors, Superman, pareil, je vous l'ai dit, en VF, j'en lis très peu. Contrairement à Wonder Woman, j'en lisais presque pas du tout. Superman, ça m'arrive d'acheter 2-3 trucs de lui. Mais là, quand ils nous ont annoncé du coup les 3 projets, donc en nous montrant à chaque fois la cover du numéro 1 avec l'idée du Superman, donc c'était on va faire les idées techniques, enfin les données techniques. Donc ça a été écrit par Jason Aaron, donc Jason Aaron, peut-être, si je pense la plus grosse star des 3 en termes d'écriture. Donc il nous a fait Thor, il nous a fait les Avengers, bon pas terrible les Avengers, War of the Rings aussi, bon c'était pas terrible non plus, enfin bon ok. Il a fait 2-3 trucs sympas quand même. Notamment en indé aussi, il me semble qu'il a fait pas mal de trucs. Et c'est dessiné par le talentueux Rafa Sandoval. Donc Rafa Sandoval qui a aussi travaillé sur Superman mais de la continuité classique. Et donc c'est magnifique. Et donc, on revient à l'idée. Donc l'idée qui nous avait été présentée pour ce Superman, c'est que cette fois-ci, Superman est arrivé sur Terre mais n'avait pas les quêtes pour l'aider. Et vous verrez dans la partie spoiler, si vous regardez la partie spoiler, que c'est un chouïa différent, mais qu'ils n'auraient pas pu nous l'expliquer, sans spoiler. Donc, alors,
là, j'ai trouvé que le scénario, c'est globalement un entre-deux, entre Batman et Superman. Batman et Wonder Woman. Attendez, pardon, il y a un petit problème. Voilà, je règle le problème. Donc c'est un entre-deux entre Wonder Woman et Batman. Donc ça met en place des choses pour l'avenir, mais ça nous en dévoile aussi beaucoup sur son passé. C'est vraiment le mix parfait entre les deux. Et pourtant, je vous avoue que, contrairement à la plupart qui ont vraiment adoré ce Superman, et ben moi, je pense honnêtement que c'est celui que j'ai le moins aimé des trois. Et pour une raison bien spécifique. Notamment, je l'ai attendu 3 mois, donc j'en avais ras le cul. Non, je rigole. Non, c'est... Bah alors, en soi, l'histoire ne m'a pas tellement dérangé. Même si je comprends pas trop... Enfin, je vois mal comment ça va continuer, enfin comment ça va vraiment durer dans le temps. Mais pourquoi pas, c'est un parti pris. Et surtout sur le fait des dessins. Et je m'attendais pas à dire ça, parce que Rafa Sandoval, normalement, c'est magnifique, hein. Clairement, à l'intérieur, c'est magnifique. Mais je sais pas, je trouve qu'il y avait, je dirais pas une ambiance, mais un truc dans les dessins que je ressentais pas. Peut-être, je dirais pas un dynamisme, parce que quand même, il y a certaines pages qui sont dynamiques, mais j'ai eu l'impression de trouver ça trop lisse. Enfin, ouais, par exemple, on va prendre un truc qui spoile rien du tout. Cette page-là de Superman, objectivement, pour moi, elle est très bien dessinée, mais je ne la trouve pas, belle en soi. Je sais pas, j'ai l'impression que ça manque un peu de dynamisme, où il y a un truc, déjà la tête, enfin, c'est plein de micro-trucs qui me font me dire que... Et puis, honnêtement, c'est un style qui est beaucoup plus mainstream, pour le coup, donc qui a moins cette patte un petit peu indépendante, mais alors, pour le coup, c'est une petite case, mais cette case-là, c'est globalement, quand je l'ai vue en lisant, je me suis dit, mais elle est magnifique celle-là. Ce Peacemaker, enfin le visage, pour le coup, là, le visage, j'ai trouvé ça exceptionnel. Mais il y a certaines pages, voilà, c'est comme ça, elles me plaisent, il y en a d'autres qui me plaisent pas tant que ça. Et c'est notamment sur l'espèce de dynamisme. Je trouve les poses un peu figées. Voilà, je vous l'annonce. Et c'est surtout une ambiance. Je dirais pas une ambiance, mais un espèce de parti pris en termes de design. Alors, quand on voyait la couverture de ce Absolute Superman, moi je vous le dis, hein, clairement quand on m'a montré les 3 images différentes, ce Superman, je la trouvais magnifique. Vraiment, ça a été mon fond d'écran de téléphone pendant au moins 3 ou 4 mois. Non, peut-être 3 mois. Mais elle était magnifique. Vraiment, et encore, je la trouve encore magnifique. Mais quand on lit le comics, je n'aime pas le costume. Voilà. Je dirais pas sur le fait que parce que normalement il est bleu, bon là il a des reflets bleus, mais en vrai, moi je m'en fiche. Honnêtement, j'aime pas trop les costumes bleus, je préfère quand on change le bleu par le noir. Par exemple, le Spider-Man, quand il est en mode super-héros Spider-Man, je préfère largement ce costume. Ou alors Batman, quand on enlève le bleu, tu mets le noir, c'est beaucoup plus joli. Pour son masque, pour le coup. Enfin voilà, c'est des trucs voilà, que je préfère en dessin. Mais je sais pas, c'est une espèce de texture, ça fait un peu une armure. Enfin, c'est. En fait, globalement, c'est les choix artistiques autour de cette série qui m'ont un peu rebuté. Donc je peux pas aller un peu plus loin, je peux pas aller plus loin sans trop spoiler. Donc écoutez, on va passer en partie spoiler de ce dernier numéro. Donc le Absolute Superman nous dépeint les origines de Kal-El, sur ses premiers pas sur Terre, ses premiers pas sur Krypton aussi, puisque la première chose qu'on apprend sur ce Superman, et qu'il ne pouvait pas nous dire dans l'idée, dans le pitch, c'est que ce Superman n'était pas bébé quand il a quitté Krypton.
on sait pas à quel âge il a quitté Krypton, même s'il paraît que, d'après ce que j'ai entendu, qu'il l'a quitté ado, voire adulte, enfin à ce niveau-là, et que donc du coup il a eu une éducation sur Krypton. Krypton dont on dépeint un système hiérarchique de classe sociale. Donc on a au-dessus euh, la ligue des scientifiques, en dessous on a les espèces de managers, on en voit un, et tout en bas de l'échelle sociale de Krypton, on a les travailleurs. Ouais, je sais plus comment c'est un terme spécifique en anglais qui a comme une vraie traduction, mais il me semble que c'est un truc genre travail. Donc, tout ce qui est réparation, travail dans les mines, travail dans les champs, voilà. Et Jor-El et alors je sais plus comment, il me semble que c'est, bah oui, c'est Lara, j'ai bugué un instant, Lara ou Lana, la mère de Clark, Cal, j'ai pas l'habitude de dire Kal-El du coup, mais eux étaient prédestinés à être scientifiques, comme dans leur version classique. Pour le coup, Jor-El a fait ses études dans l'université, et arrivé quand il a eu son diplôme, il a fait un speech, il a fait un discours sur le fait que Krypton utilisait trop de ressources et gaspillait et tout, et donc il a été radié de l'ordre de la Ligue des scientifiques, on lui a enlevé son diplôme, et on l'a forcé à être dans cette Ligue des travailleurs, enfin dans cette classe sociale des travailleurs. Lara ou Lana, je ne me rappelle plus, et c'est même encore pire, puisque elle était brillante, hein, pareil, en cours, elle était très forte, sauf qu'à l'âge de ses 9 ans, il me semble qu'elle fait une remarque sur... elle fait une remarque sur le système de Krypton. À chaque fois, de toute façon, c'est limite de la censure, c'est de la censure même, et donc il l'empêche de continuer ses études, et donc elle sera forcée de travailler en tant que... dans la plus basse des classes sociales. Mais en soi, c'est des génies qui avaient tenté de prévenir Krypton. Et on voit qu'au fur et à mesure, il va se préparer des choses qui vont, je pense, forcer Kal-El à partir de Krypton et d'arriver sur Terre. Et sur Terre, on nous montre globalement la même chose, sauf qu'avec des terriens. Donc, on a un big boss, des soldats qui maintiennent l'ordre et des travailleurs. Et donc, il se passe des luttes entre chaque, et on nous montre à la toute fin le big boss. À chaque fois, les grands méchants, je vous aurais montré une photo, hein, j'espère que j'aurais pensé au montage. Et donc là, le premier méchant, comme dans la continuité classique, hein, globalement, c'est le premier méchant auquel Superman a affaire, c'est Brainiac. Pour ceux qui ne savent pas, dans la continuité classique, Krypton a été détruite, enfin pas été détruite, mais a été... peut-être que si, elle a été détruite, je sais plus. En tout cas, elle a été attaquée par Brainiac, et de là, il a capturé les cités de Kandor, il me semble, dans la continuité classique, là où vit la cousine de Superman, vivait la cousine de Superman, Supergirl. Donc voilà. Et là, on apprend que c'est lui le big boss de la société Lazarus Corp, société société qui exploite des mines et qui a pour soldats des soldats peacemakers. Voilà, c'est l'image que je vous montrais avant. Leurs soldats, leur garde du corps, c'est peacemaker. Et il y a une certaine personne qui travaille pour cette entreprise, pour cette Lazarus Corp. Là, c'est Lois Lane. Lois Lane, qui dans cet univers n'est pas reporter ni journaliste, elle est soldate, comme son père. Mais d'après ce que j'ai entendu des gens qui ont lu le numéro 2, c'est Mindphobia qui en parlait dans son live. Lois Lane va développer un attrait pour l'écriture, mais on ne le voit pas encore dans le numéro. Donc je peux pas trop vous en dire. Mais globalement, voilà, c'est celui que j'ai le moins aimé. Parce que, je vous l'ai dit, ce système de Krypton, en soi, les classes sociales ne me dérangent pas du tout. Enfin, alors, sorti de ton contexte, ça peut être bizarre. Non, l'établissement d'un système pour Krypton comme ça, c'est assez nouveau, mais ça passe très bien. Mais c'est toute l'esthétique globale de Krypton que j'aime pas du tout. Enfin, que j'aime pas.
ces bâtiments rouges comme des cristaux, enfin voilà, c'est plein de trucs comme ça. D'ailleurs, le logo de ce Superman euh, est, est le symbole de la classe ouvrière de Krypton. C'est pas un S qui veut dire espoir, ni un S qui veut dire L, enfin maison des L, ça veut juste dire agriculteur. Je suis pas sûr de cette blague. Désolé les agriculteurs, je vous adore. C'est pas contre vous. Je couperai sans doute cette scène au montage. Je suis pas fier de cette blague. Voilà. D'ailleurs, les logos dans ces séries-là ont une importance. Hein. Le logo de Superman a un vrai sens. Le logo de Batman, c'est le bout de sa hache. Bon, Wonder Man, pas encore vu s'il servait à quelque chose. Donc globalement, cet univers absolute, j'en suis très content. Je vois que ça fait 41 minutes de vidéo que je parle. Mais bon, j'ai beaucoup de choses à dire sur cet univers. Globalement, pour moi, c'est l'univers Ultimate de chez DC. C'est normal, c'est ce à quoi il a été comparé. Il y avait une première tentative par les DC Terre 1, avec le Batman, le Superman, le Wonder Woman, le Green Lantern qui n'a pas de fin en VF, ça je suis déçu. Il n'y a pas eu de Flash, il n'y a pas eu de trucs comme ça. C'est dommage parce que moi j'avais beaucoup aimé les Terre 1, c'est encore un problème. Mais voilà, donc c'est le renouveau de ces nouvelles origines, la version remasterisée, on va dire, la version premier au goût du jour de nos héros de chez DC. Et même on va parler des futurs projets hein, qui ont été annoncés. On a notamment un Absolute Green Lantern par Jeff Lemire, dites comme vous voulez. Je crois pas qu'on ait d'image, si on en a une, bah, je vous la mets, si on n'en a pas, je vous la mets pas. On a eu aussi, et ça c'est celui qui me hype vraiment le plus, c'est le Absolute Flash, donc qui nous montrera Barry Allen, non pas Barry Allen, Wally West, mon Flash préféré. On a eu quelques planches, je vous les mets là. Franchement, j'aime beaucoup le dessin. On nous montre un petit peu les rogues, donc les lascars. On va chercher le nom. Il me semble qu'on a Captain Cold ou alors Captain Boomerang, je sais plus. Je vous mets toutes les images à l'écran. Et la dernière série qui a été annoncée, il me semble, c'est le Absolute Martian Manhunter. Et il me semble que c'est dessiné par Chris Samnee. Et alors là, on a vu donc le design de Martian Manhunter, je vous affiche là. C'est ultra étrange, mais ça m'a l'air super. Et à ce qui paraît, ce serait pas un Martian Manhunter comme on l'entend, donc John Jones, je sais pas comment on prononce, qui prend l'apparence d'un humain, mais un humain qui cohabite dans le même corps, ou l'alien John Jones, qui cohabite dans le même corps qu'un détective privé, il me semble. En gros, une relation Eddie Brock Venom, pour ceux qui ont la ref. Donc écoutez, moi je suis très hype par cet univers, et on va finir cette vidéo en beauté par parler du projet du Comic Shop Assemble qui est sorti aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo. Ça fera déjà quelques jours, donc j'espère que vous avez déjà précommandé vos trucs. C'est la sortie d'un softcover à 9,90 il me semble, reprenant les premiers numéros de chaque série absolute. Voilà. Les premiers numéros étant déjà sortis. On ne parle pas des Green Lantern, Flash et Martian Manhunter. Enfin, je crois pas, hein, non, je suis pas au courant. Mais voilà, donc ça sortira en mars, il me semble, le 7 mars, si j'ai bien retenu. Ouais, c'est ça, il me semble le 7 mars 2025. Les précommandes sont déjà ouvertes depuis aujourd'hui, donc depuis vendredi 13. C'est un tirage limité à 1700 exemplaires. C'est à la fois beaucoup et à la fois peu, puisque maintenant il se partage sur 11 librairies appartenant au Comic Shop Assemble. Je me rappelle plus la liste de tous, mais en tout cas je sais qu'il y a eu un nouvel arrivant dans cette team, dans ce crew. Donc voilà, donc ça fait 1700 titres pour la globalité des librairies. Il n'y aura qu'un tirage, donc c'est vraiment un tirage très limité. Et c'est un objet collector puisque c'est aussi une version noir et blanc.
Donc globalement, moi je le sais, je me suis jeté dessus, hein, je l'ai demandé à Noël, mais bon, j'ai bien vérifié que ma mère l'avait quand même commandé. Enfin, pardon, le Père Noël. S'il y a des enfants qui nous regardent, non, c'est le Père Noël qui l'a fait à l'aide de ses lutins. Donc écoutez, j'ai très hâte de vous reparler de la suite. Je pense pas refaire des vidéos sur chaque numéro, ou chaque deuxième numéro, chaque troisième numéro de chaque série. Pour le coup, je pense pas. C'était au moins pour vous introduire à cet univers. C'est une très longue vidéo que je vous ai présentée, mais vraiment elle me tenait à cœur parce que j'avais très hâte de découvrir cet univers. Je suis un énorme fan de l'univers Ultimate chez Marvel, et donc j'avais hâte de découvrir cette version Ultimate de mes héros que je connais depuis. C'est un pote, Bruce Wayne, bien sûr. Bref, on est déjà à plus de 46 minutes de vidéo, ma tablette n'a presque plus de batterie, donc ça risque de couper à tout moment. Alors, je lui coupe l'herbe sous le pied en vous souhaitant une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée, une bonne après-midi, tout ce que vous voulez. Je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo. En tout cas, merci de l'avoir regardée jusque-là. J'espère qu'elle vous a plu. Et lisez des comics, regardez des films, faites ce que vous voulez. En tout cas, on se revoit, si vous voulez, à la prochaine vidéo.